This meeting is being recorded. Voilà, on a la petite voix bien sympathique pour nous annoncer que ça enregistre. Et je vais partager mon écran. Hop. Alors, est-ce que vous voyez tous bien l'écran? C'est parfait. Nickel. Alors, allons-y. C'est bon là? Oui, Nickel. parfait. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Julie Bellisti-Oviedo, responsable tourisme durable à l'Office de tourisme. Et donc, moi, Nour Colo, animatrice tourisme durable. Je reparlerai un peu plus tard de mon rôle. On va tout de suite commencer. Alors, l'idée, en ce tout début de webinaire, c'est de faire un petit cadrage sur ce qu'est une certification, est-ce qu'il y a un label, quelle est la différence avec une norme. C'est des termes qu'on entend beaucoup sans vraiment savoir faire la différence entre tous. Donc, l'idée, c'est qu'on vous fasse un petit cadrage. Donc, le mot label, il vient de l'anglais qui veut dire marque, étiquette. Donc, au début, ça a vraiment été des démarches plutôt de communication sur lesquelles on est venu ajouter un référentiel ou un cahier des charges. Ça peut être attribué par un organisme public et privé, et ils ont du coup pas tous nécessairement la même valeur ou le même niveau d'engagement. Nous, les labels qu'on va notamment vous présenter aujourd'hui, vous avez le label Clé verte ou vous avez l'écolabel européen. Vous avez ensuite la certification, qui est une procédure qui vient vraiment qui est mise en place par une tierce partie et qui vient vous donner une assurance écrite que le produit ou le processus ou le service va être vraiment conforme au référentiel de critères. Et là, c'est attribué par un organisme de certification indépendant. Vous avez la norme ensuite qui est pour le coup le document de référence qui va être approuvé par un institut de normalisation reconnu. Souvent, on entend parler des ISO. C'est l'Organisation internationale de normalisation dont l'AFNOR est membre. Et donc, ce n'est pas un règlement, ce n'est pas obligatoire, une norme, mais c'est vraiment une liste des méthodes qui permettent de reproduire le produit ou le service et d'être reconnu de qualité par tous les professionnels de ce milieu-là. Donc, sur les certifications, vous avez l'exemple de la certification NF ou de l'ISO 221. On va vous partager juste après les slides les pages qui correspondent aux certifications labels qu'on va vous présenter ce matin. Un extrait du guide des démarches de labellisation pour un tourisme durable qui a été travaillé conjointement par ATD, acteur du tourisme durable, et ADN Tourisme. C'est un guide très complet qui va, sur quelques pages, vous donner un peu plus d'informations et de contexte sur ces différents labels et certifications. Alors, il en présente énormément, pas simplement celle de ce matin, mais on vous le partagera après le webinaire en follow-up pour que vous puissiez également le consulter et avoir ce document avec vous. Alors, je vais maintenant vous présenter les labels et les certifications majeures à connaître pour les hébergeurs et aussi pour les sites de visite. Alors, pour les hébergeurs, il y a 3 labels / certifications à connaître impérativement. Tout d'abord, il y a l'affichage environnemental. Donc, en fait, il s'agit d'une étiquette qui s'adresse là seulement aux hôteliers. À l'heure actuelle, il y a environ 200 hôtels qui bénéficient de l'affichage environnemental. Et donc, c'est une étiquette qui vient mesurer l'impact environnemental d'une unité dans les hôtels selon 4 critères. Donc, il y a l'impact sur le climat, la consommation d'eau, la consommation des ressources non renouvelables et la part des produits bio / écolabellisés dans les approvisionnements. Donc, à partir de ces 4 critères, l'impact environnemental est noté de A à E. Pour ce qui est des modalités d'évaluation, une fois que vous obtenez l'affichage environnemental, vous l'obtenez pour 5 ans. Au bout des 5 ans, vous avez un audit documentaire qui est obligatoire, ou alors il peut y avoir un audit un peu plus tôt si vraiment il y a des changements majeurs au sein de l'établissement, ou si vous souhaitez faire un audit de vous-même, c'est optionnel, mais vous pouvez le faire de façon plus régulière. Et pour ce qui est du prix, alors pour les prix, on va vous donner des fourchettes approximatives parce que ça dépend vraiment de la taille de la structure et les prix sont fixés par les structures labellisantes directement. Donc là, ce matin, on va vous donner des fourchettes, mais si vous voulez une précision, il faudra contacter la structure labellisante directement pour avoir plus de précision.
Donc, sur l'affichage environnemental, ce qui est sûr, c'est que c'est 500 € hors taxe plus 5 € par chambre pour l'affichage complet et le prix de la licence annuelle. Ensuite, vous avez l'écolabel européen. Donc, comme son nom l'indique, c'est un label. Là, ça s'adresse à tout type d'hébergement touristique. À l'heure actuelle, on a environ 179 hébergements touristiques qui bénéficient de l'écolabel européen. Les critères, ils portent notamment sur la gestion générale de l'établissement, l'énergie, la gestion de l'eau, les déchets, les eaux usées. Pour ce qui est des modalités d'évaluation, là, vous obtenez l'écolabel pour 2 ans et vous avez un audit de suivi tous les 2 ans. Et après, pour le prix, donc là aussi, c'est une assez grande fourchette. Ça peut varier entre 1 500 € et 4 000 € selon l'établissement, donc la taille de l'établissement, le nombre de chambres. Donc voilà, ça c'est pour l'écolabel. Après, vous avez la clé verte. Donc là aussi, c'est un label qui s'adresse aux hébergements touristiques et aussi aux restaurateurs. C'est un label qui a un peu plus de notoriété puisqu'il y a aujourd'hui environ 3200 établissements labellisés clé verte répartis dans 66 pays. Pour ce qui est des critères, ça porte là plutôt sur la politique environnementale de l'établissement, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, des énergies également, les achats responsables et le cadre de vie. Pour ce qui est des modalités d'évaluation, alors vous obtenez le label pour 3 ans, mais vous avez sur la première année et N+1 un audit pour s'assurer des suivis. Et ensuite, vous avez l'audit de suivi qui est tous les 3 ans. Pour ce qui est des frais, alors là, c'est pareil, vous avez les frais de participation qui varient en fonction de la taille de l'établissement, du nombre de personnes auditées, etc. Donc ça peut varier entre 150 € et 1 690 €. Et après, pour les hôtels, vous avez les frais d'audit qui sont fixés à 3,8 € par chambre. Et sinon, pour les autres types d'hébergement, là, c'est 2,5 € fois la capacité d'accueil. Ensuite, pour les sites de visite, là, vous avez une certification à connaître, c'est NF Environnement. Donc, ça s'adresse à tous les sites de loisirs et culturels. Il faut avoir quelques prérequis pour pouvoir être certifié NF Environnement. Il faut avoir notamment une activité identifiée dans le tourisme, un système d'accueil humain des visiteurs, un système de médiation. Mais grosso modo, ça concerne la certification NF Environnement, ça concerne tout ce qui est musée, centre d'interprétation, les châteaux, les parcs à thème, etc. Pour ce qui est des critères, là, ça va toucher plutôt à la gestion générale de l'établissement, les achats responsables, la gestion de l'énergie, l'eau, les produits dangereux et également les déchets. Et ensuite, pour ce qui est du prix, ça gravite autour de 1 200 €. Mais pareil, il faut prendre en compte la variation des frais de participation, de l'audit documentaire, des frais d'usage, etc. Donc voilà pour ces 3 labels. Comme on le précisait rapidement en introduction, cela fait partie vraiment d'une stratégie métropolitaine de territoire de vous accompagner dans ces démarches-là. On sait on a fait nous le travail en interne à l'Office de tourisme puisqu'on est ISO 20021, donc on sait le temps humain que ça peut représenter, les investissements financiers aussi que ça peut représenter et le besoin d'accompagnement. C'est beaucoup ressorti dans les ateliers qu'on avait organisés l'année dernière. L'idée, du coup, c'est que Nour puisse, notamment à l'Office de tourisme, être une interlocutrice privilégiée pour vous accompagner dans ces démarches, vous renseigner sur les accompagnements que peut proposer Gironde Tourisme, que peut proposer l'ADEME, les accompagnements financiers qui existent et vous rediriger vers les interlocuteurs ou interlocutrices adaptés à votre niveau d'avancement dans vos démarches. En fonction de si vous êtes adhérent ou pas, il y a aussi un coaching personnalisé, des ateliers, des sessions de formation qui peuvent être déployées. En tout cas, sachez que tout ce qui va être pré-diagnostic ou accompagnement financier, ce sont des mesures déployées sur tout le territoire, que vous soyez ou que vous ne soyez pas adhérent à l'Office de tourisme. Alors, si vous êtes là, je pense que vous êtes déjà un petit peu convaincus, mais on aime bien rappeler un peu les 5 grandes raisons pour lesquelles on trouve que s'engager dès aujourd'hui dans une démarche de développement durable, c'est important. Et la première, c'est
d'attirer d'attirer de nouvelles clientèles. On le sait, sur le tourisme d'affaires, il y a de grandes demandes déjà d'entreprises ou d'associations lors de l'organisation des événements sur des critères RSE. C'est notamment le deuxième critère de choix dans les briefs accords, mais c'est aussi une demande grand public et loisirs qui augmente à grande vitesse. Il y a eu une augmentation de plus de 400% des requêtes pour les hôtels éco-certifiés sur Google l'année dernière. Et ça se retranscrit aussi dans différentes études, et notamment celle-ci de l'IFOP qui disait que 44% des voyageurs français étaient prêts à payer plus cher pour voyager de façon durable. Ça vous permet aussi de faire des économies, même si les investissements peuvent être importants au début, les économies à la longue sont bénéfiques, et ce sont des chiffres qui sont mesurés et suivis par les différents labels et certifications, notamment l'affichage qui évalue à 2 € par nuitée les économies qui peuvent être faites. Et Clé Verte aussi qui estime à 45 litres d'eau économisés par nuitée. L'ADEME a également fait des études sur ce sujet, et choisir des équipements performants vous permet de réduire votre consommation d'énergie entre 50 et 80%. Ça permet aussi d'anticiper les évolutions légales. On sait qu'on vous parle de ça aujourd'hui alors que ce n'est pas encore obligatoire, mais il y a de plus en plus d'obligations légales sur ces sujets-là. Prochainement, bien sûr, sur le tri de biodéchets ou sur les économies d'énergie avec la loi AGEC et le décret tertiaire. Mais aujourd'hui, il y a 64 réglementations européennes qui sont en train d'intégrer des normes environnementales. Et au 1er janvier 2022, vous aviez 11 obligations légales pour les professionnels sur la transition environnementale. Donc, l'idée, c'est que si vous entamez le changement et la transition dès maintenant, évidemment, le choc sera moins rude une fois que ce sera devenu obligatoire. On l'a vu, nous, ici en interne, donc c'est vraiment pas des mots superficiels. Ça peut aussi vraiment fédérer vos équipes et créer une cohésion autour d'un projet commun. Ça ressort aussi dans beaucoup d'études. 75% des salariés souhaitent être impliqués dans une démarche RSE de leur entreprise. Et s'ils sont impliqués, ils vont être 83% à recommander ensuite leur employeur. Ça permet de fidéliser sur le long terme parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui partage ses convictions dans sa vie personnelle et peut devenir votre référent RSE et retrouver un sens dans ses missions professionnelles, en tout cas être un petit peu plus connecté. Ça peut être un des exemples que nous, ici, on voit avec nos pilotes de nos différents processus éco-responsables. Et enfin, évidemment, j'ai envie de dire last but not least, ça permet quand même de venir résoudre en tout cas, faire sa part sur la lutte contre le réchauffement climatique, contre la pollution, le gaspillage alimentaire. On a tous beaucoup souffert d'un été compliqué sur notre territoire, et donc voilà, ça permet aussi de participer à cela. Et c'est des choses qui sont de plus en plus regardées. On le sait, les indicateurs extra-financiers, c'est de plus en plus demandé pour analyser le bien-être de vos sociétés, de vos entreprises. Et le fait d'avoir une certification, ça vous permettra de lutter contre le greenwashing parce que vous pourrez communiquer ouvertement sur vos engagements. Derrière, vous aurez une certification donnée par quelqu'un d'externe à votre structure qui permettra d'attester que toute votre communication derrière, elle est appuyée sur des vrais faits et des vraies actions. Alors maintenant qu'on vous a présenté les super arguments pour s'engager, la question c'est comment vous pouvez vous engager. Alors, entrer dans un processus de labellisation, de certification, c'est l'engagement le plus poussé que vous pouvez avoir parce qu'en fait, ça va vous permettre de mettre en place des actions et surtout de structurer les actions que vous mettez déjà en place en interne selon les 3 piliers du développement durable et les 17 objectifs de développement durable. Donc, ça va vraiment vous permettre de structurer tout ça, de construire votre plan d'action sur le long terme, d'entrer dans une démarche d'amélioration continue. Et surtout, le fait de se faire labelliser, ça vous apporte un réel coup de pouce en termes de communication sur vos engagements, justement, puisque après les avoir structurés grâce au plan d'action fourni par la structure labellisante, la structure va aussi vous donner donc le label, le pictogramme à accoler qui va permettre vraiment à vos clients et à vos prospects d'identifier très rapidement vos engagements. Et ça va vraiment être une plus-value que vous allez pouvoir mettre en avant, que vous allez pouvoir joindre par exemple à vos devis. Vous allez pouvoir aussi écrire une charte RSE qui va résumer toutes ces actions que vous mettez en faveur de l'environnement, des enjeux sociaux et sociétaux. Donc c'est vraiment un moyen de structurer vos engagements et de les mettre en avant auprès de vos clients et vos prospects. Donc, je vous remercie pour votre écoute.
Donc là, vous voyez mon contact qui s'affiche à l'écran. On reste à votre disposition dans le chat pour répondre aux questions. C'est vrai que comme on a un timing assez serré, on va essayer d'abord de répondre dans le chat. Et puis, on a prévu quand même un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez la moindre question en lien avec la RSE, le développement durable. Moi, je vais laisser la parole à Laurent Audebar qui va présenter les dispositifs d'accompagnement de Bordeaux Métropole. Moi, j'ai la slide, Laurent, si tu es prêt. Alors, peut-être que le micro n'est pas désactivé. C'est bon. C'est bon? Oui, Nickel. tu peux y aller. Allez, on y va. Oui, donc je pense que vous avez dû recevoir courant été ce guide qui est la charte d'engagement pour un hébergement touristique responsable. C'est un travail partenarial que nous avons mené avec l'Office du tourisme et Giron Tourisme et l'ADEME. Si par malheur vous ne l'avez pas reçu, Sandrine va mettre dans le fil de discussion son adresse email et son téléphone, et donc vous pouvez la contacter pour recevoir ce guide, soit en format papier, soit en format numérique. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est un guide qui fait 50 pages, et on y retrouve donc des retours d'expérience d'hébergeurs, avec donc le volet enjeux pour les entreprises, mais également les enjeux pour les visiteurs. Donc, il y a déjà quelques chiffres qui ont été donnés au niveau national ou européen. Voilà, mais on sait que 61% des Français sont prêts à payer plus cher pour des produits locaux, également à payer plus cher pour voyager respectueusement de l'environnement. Alors, ce qui est important dans ce guide, annexé à ce guide, il y a un formulaire. Et donc, on vous invite à nous retourner ce formulaire où, en fait, vous actez que vous avez pris connaissance du guide, et il y a un engagement, on va dire, sous un an, à rentrer dans un processus d'éco-certification qui est soit l'affichage environnemental, soit l'écolabel, soit Green Globe, soit la clé verte. Voilà, donc vous avez 4 vraiment engagements d'adhésion à la charte, et on vous invite donc à engager une certification. Également, chose importante que je ne souhaite pas oublier, c'est que depuis 7 ans maintenant, grâce à mon gros travail qu'on a fait avec Elisabeth Villiers en son temps, la ville de Bordeaux et maintenant Bordeaux Métropole est labellisée à la marque d'État Destination pour tous. Et ça s'appuie notamment sur un certain nombre de sites labellisés tourisme et handicap. Voilà, on est des rares villes, on va dire, françaises à avoir obtenu cette marque. Et donc, on invite évidemment tous les hébergeurs, mais tous les acteurs de la filière tourisme à pouvoir aussi s'orienter vers le label tourisme et handicap. Donc, un mot sur la clé verte, effectivement, nous, on l'a bien précisé. Donc, c'est quelque chose qui est né en 1994 au Danemark, par la Fondation for Environnement et Éducation. Donc, 3200 structures dans le monde labellisées à ce jour, sur 66 pays. En France, on est à 840 structures à ce jour d'hébergement labellisées. Je vous donne juste quelques chiffres: 267 hôtels, 243 campings, 62 gîtes et meublés. Donc, voilà, il faut savoir que ça intègre ça. 45 chambres d'hôtes, 148 résidences de tourisme et 41 auberges de jeunesse. Voilà, donc ça couvre vraiment, on va dire, un large panel de l'hébergement, mais également, comme ça a été souligné tout à l'heure, la restauration. Donc, pour candidater, effectivement, vous commencez par vous inscrire sur le site, la plateforme Clé Verte, et vous avez un autodiagnostic. Après, vous avez un accompagnement et un suivi. Il faut savoir que 90% des nouveaux candidats qui ont obtenu le label, en général, demandent leur renouvellement les années suivantes. Donc, on a décidé, en lien avec la feuille de route de Bordeaux Métropole approuvée au mois de mars, d'avoir un accompagnement financier pour différentes éco-certifications. Donc, je laisserai Elisabeth évoquer l'affichage environnemental. Mais sur la clé verte, la métropole intervient à hauteur de 80% des frais d'audit, qui, comme c'était souligné tout à l'heure, sont au coût global entre 300 et 460 € hors taxe. Je ne reviens pas sur les critères, puisqu'on a déjà beaucoup parlé des critères. Donc, c'est évidemment la politique environnementale, la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie,
la gestion des déchets, la sensibilisation de la clientèle et le cadre de vie qui sont, on va dire, tout ce qui est passé à la moulinette, on va dire, dans le cadre de cette certification. Voilà. J'en ai terminé. Merci. Alors, je vais arrêter le partage pour partager l'autre écran. Hop. Et nous allons laisser la parole à Elisabeth. Merci Julie, merci Nour. Ça arrive. Hein. Je vais en profiter pour me présenter. Je suis Elisabeth Vuillet, je suis en charge du pôle tourisme responsable au sein de Gironde Tourisme. Voilà, normalement c'est bon, vous voyez bien l'écran. Ah, pour moi c'est bon, oui. Parfait, on peut y aller alors. Donc on peut passer à la dia suivante. Oui, voilà. Donc, Gironde Tourisme, structure satellite du conseil départemental en charge du développement et de la promotion touristique. Donc, nous sommes investis sur le tourisme responsable depuis longtemps, puisque, comme le rappelait tout à l'heure Laurent, nous travaillons sur le déploiement et l'animation de la marque nationale tourisme et handicap. Donc, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on est sur ce sujet-là. Et depuis 2017, en partenariat avec l'ADEME et grâce au soutien de l'ADEME, nous travaillons sur le déploiement des éco-certifications, l'écolabel européen, la norme NF environnement pour les sites de visite et l'affichage environnemental. Et depuis 2 ans, parce que nous nous sommes dit que en tant que satellite du conseil départemental, qui est le fer de lance sur l'action en matière d'action sociale, il était important que nous ajoutions une corde de plus à notre arc. Donc, nous menons une expérimentation avec un travail qui est conduit dans un groupe réunissant les travailleurs sociaux et des acteurs du tourisme, visant à faire émerger des formes de tourisme plus singuliers et visant à améliorer le départ en vacances des Girondins. Donc, sur la partie accompagnement au tourisme durable, ce qui donc nous intéresse plus spécifiquement ce matin, nous avons mis en place une offre complète en plusieurs étapes. Donc, c'est notre collaborateur Nicolas Caussade, que certains d'entre vous connaissent, qui réalise un pré-diagnostic. Donc, c'est une prestation qui est entièrement gratuite. Il vient dans votre entreprise, il vous présente les différentes démarches que nous accompagnons, hein, comme je l'ai indiqué précédemment. Il vous familiarise avec les critères de chacune de ces démarches et il commence à vous indiquer quels seront les prérequis et quelles seront les différentes étapes si vous choisissez de vous engager. Donc, grosso modo, il passe, allez, on va dire, 2 à 3 heures avec vous pour ce pré-diagnostic. Cette démarche qui est gratuite ne vous engage pas pour la suite. C'est évidemment une première étape qui, en soi, vous permet de savoir si oui ou non et dans quel délai vous souhaitez vous engager pour la suite. Le deuxième étage de la fusée, si j'ose dire, c'est d'accéder à un accompagnement qui est dispensé par un consultant spécialisé en matière de développement durable, qui réalisera à la fois une partie diagnostic, état des lieux, mais également une partie d'accompagnement sur un plan d'action qui sera défini avec vous. Et nous, Gironde Tourisme, on assure l'assistance tout au long de la démarche, puisque bien évidemment, cette démarche sera, ne sera pas gratuite et sera accompagnée par différents financeurs. Donc, les démarches qu'on accompagne, ce sont les certifications qui sont reconnues par l'ADEME. Donc, nous, on n'interviendra pas sur d'autres labels ou certifications que celles que je vais décrire dans la slide suivante.
Donc, comme je vous l'ai indiqué, donc on travaille sur l'écolabel européen et donc l'ADEME soutient les diagnostics écolabel, donc l'accompagnement par un consultant spécialisé à hauteur de 70%. Sur la norme NF Environnement pour les sites de loisirs, et je pense notamment à toutes les propriétés viticoles qui ont développé une activité de no-tourisme, hein, qui sont éligibles à la norme NF Environnement. Certaines d'ailleurs s'y engagent en ce moment. Donc là, c'est la région qui intervient à hauteur de 50% des coûts. Et Bordeaux Métropole, comme l'a indiqué tout à l'heure Laurent, intervient sur des financements complémentaires donc à ces deux principaux financeurs. Donc sur le diagnostic NF Environnement, 30% de plus, et sur l'affichage environnemental sur un financement à hauteur de 80%. Donc, au bout de tout ça, vous vous retrouvez avec une possibilité donc d'accompagnement total sur l'écolabel européen ou NF Environnement, avec un reste à charge qui représente 20% d'un budget moyen, on va dire aux alentours de 3 000 à 3 300 euros. Donc, pour 600 à 700 euros, vous avez un accompagnement qui vous met dans les meilleures conditions pour vous présenter à l'audit AFNOR qui est effectué pour l'écolabel ou pour NF Environnement. Pour ce qui concerne l'affichage environnemental, le coût résiduel pour un hôtelier qui souhaite s'engager dans la démarche est de 120 euros. Donc là, vous apparaissent donc nos contacts, hein, et notamment celui de Nicolas Gossade, qui est en charge, comme je l'indiquais, de faire les pré-diagnostics pour l'ensemble de ces trois certifications ou marques. Et puis, donc en lien, évidemment, ce que j'ai ajouté, le lien avec notre Espace Pro qui détaille toutes ces informations et qui dispense aussi des informations sur le Fonds du tourisme durable, donc qui est développé également en partenariat avec l'ADEME. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais passer la parole à Raphaël Chamelière qui travaille à l'ADEME. Donc pareil, il faut juste me laisser 5 petites minutes le temps que je fasse le changement d'écran et j'arrive. Et pas de souci, merci Nour. Donc Raphaël Chamelière, je suis chargé de mission tourisme durable à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Donc je vais laisser le temps à Nour de trouver le support. L'idée de l'intervention, c'est effectivement de vous rappeler qu'il y a des dispositifs d'appui de l'ADEME. On s'inscrit beaucoup dans les accompagnements qui ont déjà été annoncés. Hein. L'idée, c'est de ne pas avoir d'accompagnement direct de l'ADEME. Je pense que tu peux passer, Nour. C'est bon, nickel. Voilà, de manière individuelle, mais de pouvoir s'appuyer sur des relais qui sont déjà vos interlocuteurs. Donc ici, Gironde Tourisme, comme l'a évoqué Elisabeth tout à l'heure. Et l'idée, c'est vraiment d'augmenter à l'échelle régionale, hein, puisqu'on est une direction régionale, mais d'augmenter la visibilité et le volume d'établissements qui sont certifiés, engagés dans les démarches, parce que c'est un plus commercial, hein, on l'a bien dit tout à l'heure, et que c'est aussi le sens de l'histoire. Donc ces accompagnements, ils sont possibles aujourd'hui, ils sont intéressants, ils sont importants à prendre en compte. Et donc l'idée, c'est pour nous de s'appuyer sur notamment les comités départementaux du tourisme qui sont déjà des accompagnateurs de A à Z pour vous. Donc par rapport à ça, voilà, en termes de démarche que l'on soutient, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, plutôt des labels, des certifications d'excellence comme l'écolabel européen. On a la chance d'avoir encore aujourd'hui en région la première région française, hein, en termes de structures qui sont engagées dans la démarche de certification écolabel européen. C'est quand même un plus, mais vu le potentiel, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc les labels effectivement sont
pas tous équivalents, pas tous le même coût. L'important, c'est d'avoir un accompagnement et identifier pour vous derrière l'outil le plus approprié en fonction de vos besoins, de vos capacités et de votre envie. L'idée, c'est voilà, de gagner aussi de l'argent, hein. C'est pour ça qu'on met sur les différents documents de communication, c'est de gagner en compétitivité aussi en s'engageant dans des démarches de label certification, notamment, on le voit aujourd'hui, sur les démarches de suivi des fluides de consommation d'énergie ou d'eau. On voit bien que ceux qui arrivent à suivre leur consommation d'énergie, pour le dire de manière assez crue, hein, ont des répercussions en termes d'impact sur les factures d'énergie qui sont moindres que ceux qui ne suivent pas leur consommation d'énergie. Ça, c'est clair, on le voit aujourd'hui. Pour suivre, donc en termes de soutien, tu peux passer, hein, Nour. Au-delà de l'appui, hein, auprès des professionnels, on est aussi très favorable à des démarches de faire connaître les démarches engagées. C'est pour ça qu'en lien avec les partenaires évoqués précédemment, on essaye de pouvoir mettre en place des collections notamment de vidéos, de valorisation de démarches engagées à l'échelle de la région. Donc, vous avez ici quelques captures d'écran de vidéos qu'on a pu faire assez courtes, qui sont toutes sous-titrées, ce qui permet aussi une valorisation sur vos sites respectifs. Un des derniers, c'est l'engagement de la Cité du Vin dans la démarche ENEF site de visite, qui est assez singulière, mais aussi des démarches d'hôtels ou d'hébergeurs qui sont résolument engagés dans des démarches à la fois de certification et derrière d'actions concrètes d'investissement sur l'isolation des bâtiments, sur les investissements du quotidien en matière environnementale. Voilà, et puis des documents qui ont été sortis il y a une grosse année et demie maintenant, des guides pour soutenir les actions, inspirer aussi les professionnels dans la mise en place d'actions concrètes, à la fois pour les restaurants et puis pour les hébergeurs touristiques, avec des retours d'expérience, des fiches bonnes pratiques. Tous ces outils sont téléchargeables, hein, sur le site de l'ADEME, je vous remettrai le lien. Et donc, ils sont complètement à votre portée pour agir au quotidien avant même de s'engager dans une démarche de certification. Si, pour finir, peut-être un petit exemple, plutôt que de rappeler les financements qui sont possibles, mais un exemple qu'on a pu accompagner, notamment dans le cadre du Fonds Tourisme Durable, qui est encore effectif et qui a été rechargé là, sur 2023 et 2024. Le Fonds Tourisme Durable, donc, qui permet de financer des investissements du quotidien, hein, pour les hébergeurs et restaurateurs. Il a été rechargé, comme je disais, et on en a profité cette année pour étendre le périmètre des communes éligibles à ce fonds. Et Bordeaux Métropole, comme le bassin d'Arcachon, ont été bien dotés, puisque, hormis Bordeaux en tant que tel, hein, une grande partie des communes de Bordeaux Métropole sont éligibles au fonds tourisme. J'en veux par exemple Cadojac, Bassins, Ludon-Médoc, Léognan. Voilà, donc on essaye de développer un peu plus d'éligibilité de ce fonds sur ces sites-là. Et en termes de retour, juste tu peux avancer. Je voulais vous présenter un exemple, alors qui n'est pas sur le Bordeaux Métropole, mais un exemple assez inspirant et typique des projets qu'on a pu accompagner sur des bouquets de travaux auprès d'un site que vous connaissez certainement, hein, qui est le site situé à Pons, là, en Charente-Maritime, le Château des Énigmes, qui est un site de visite, mais qui a aussi des hébergements insolites, hein, dans le parc. Et là, l'accompagnement par le partenaire, hein, qu'on a mis en place sur la Gironde, c'est Gironde Tourisme, a permis d'avoir un diagnostic complet et puis une aide au choix de travaux avec un financement à la clé sur
à la fois des investissements économie circulaire en restauration, en matière d'énergie également, sur du matériel de cuisson et de froid, pareil sur de l'eau, et puis de pouvoir financer aussi des actions en matière de support de communication pour valoriser les engagements environnementaux de la structure. On sait que c'est très important pour aller chercher une clientèle nouvelle. Donc tout ça, c'est des projets qui, en soi, sont des petits projets mis bout à bout. Là, on est sur un dossier où on avait 6 000 € d'aide pour 8 000 € de dépenses. On est sur des projets maintenant un peu plus conséquents avec des travaux d'isolation qui sont intégrés et des travaux d'énergie renouvelable. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au-delà des investissements, on va dire, du quotidien qu'avait choisi le château, il s'intègre aussi dans une démarche de certification écolabel européen qui est également éligible au financement, de façon à boucler la boucle et à travailler dans une vraie démarche d'amélioration continue de leur impact. Voilà, je crois que je finis par une dernière chose. Donc les investissements, c'est intéressant. La sensibilisation, c'est essentiel. Mais la formation pour y voir plus clair sur ses dépenses d'énergie et savoir réduire ses coûts énergétiques, c'est également un fer de lance là qu'on essaye de mettre en application. On propose des formations gratuites pour les hébergeurs. On est en train de caler des temps de formation avec Bordeaux Métropole pour pouvoir offrir ce type de formation certainement tout début 2023 aux hébergeurs sur une période vous êtes en préparation de vos saisons. Donc on sait que c'est un sujet d'actualité et donc ce type de formation qui dure généralement 1 ou 2 journées, on est en train d'écaler pour l'an prochain. Les retours usagers sont très bons pour ceux qui ont suivi la formation, notamment les sessions de l'an dernier et de cette année. Et on sait que c'est crucial aujourd'hui dans le contexte actuel. Voilà, donc je pense que Bordeaux Métropole, Nour et Julie reviendront vers vous dès qu'on aura calé les dates. Les inscriptions sont relativement simples à mettre en place. Et donc elles sont gratuites, ce que l'on ne prend pas en charge, c'est les frais de déplacement et d'hébergement. Mais les coûts de formation sont pris en charge. Voilà, je fais un peu de teasing en avance. Il y a une prochaine date qui est prévue à La Rochelle d'ailleurs, mais qui est ouverte à l'échelle nationale. Donc, si vous êtes très pressé, la session de La Rochelle, les 1er 2 décembre est ouverte. Donc, vous pouvez vous y inscrire, il reste encore des places. Et on concocte un programme spécifique pour la Gironde et sur Bordeaux Métropole très rapidement. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup, Raphaël. J'en profite pour te faire passer une question qui est venue sur le chat, sur les délais moyens d'attente lorsqu'on fait une demande de financement auprès de l'ADEME. Je pense que du coup, ça fait plutôt référence aux établissements qui sont dans des communes qui pourraient appliquer au fonds tourisme durable. Les délais d'attente de gestion, de temps de gestion de demande de financement, c'est ça? Oui, je pense. Généralement, c'est assez rapide dans la mesure où tout le travail entre guillemets préalable a été fait par le partenaire. Donc ici, c'est Gironde Tourisme en lien avec les filières de l'hébergement. C'est vraiment un accompagnement de A à Z qui est proposé avec un diagnostic complet 360, une aide au choix des actions à financer. Une fois que le dossier est déposé, souvent avec l'aide du partenaire sur notre plateforme de financement, généralement dans la semaine, l'acceptation elle est validée. Merci à tous les trois pour vos présentations. On a du temps pour prendre des questions. Avant cela, je voudrais juste vous dire que nous allons organiser à l'Office de tourisme une journée d'échange Bon Tuyau. Alors, on ne sait pas encore si ça va être le nom officiel, mais en tout cas, une journée d'échange pour les adhérents afin de partager les bonnes pratiques ou les difficultés entre vous sur des thématiques qu'on aura identifiées, l'économie d'énergie ou autres, forcément un peu liées au développement durable, puisque c'est notre sujet de prédilection, qui aura lieu le 8 décembre matin. Et sur l'après-midi, il y aura un atelier de sensibilisation animé par l'association Terragir, qui est l'association qui accompagne vers le label Clé Verte. Pour que vous sachiez, il y a tout un programme vraiment d'accompagnement dans le montage de dossier qui va être proposé aux personnes intéressées pour partir sur ce label-là.
Et ça, ce sera la première étape, l'atelier d'information sur le label, sur les critères, comment faire son pré-diagnostic gratuit, etc. Donc, le 8 décembre matin, ce sera la matinée changement de tuyau où des solutions locales vont aussi venir présenter ce qu'elles peuvent vous offrir sur le territoire pour venir répondre à ces différents critères. Et l'après-midi, atelier de sensibilisation clé verte. Voilà, donc il y a eu plusieurs questions sur le chat. On a répondu un petit peu en continu, mais notamment, je ne sais pas si vous voulez intervenir sur la notoriété et des différents labels, pardon, les degrés de difficulté ou de coût qui peuvent être différents. C'est vrai que nous, on vous l'a présenté assez rapidement. Ça a été ce sont des questions qui sont venues un peu récurrentes. Et Raphaël, tu as partagé du coup le guide de notoriété de l'ADEME. Elisabeth, je te laisse prendre la parole aussi. Elisabeth, du coup? Oui, merci de me donner la parole. Ce que je voulais dire sur cette question de la notoriété, c'est que tous les outils qui vous ont été présentés, il faut vraiment les voir en premier lieu comme des outils de management interne. Hein. C'est vraiment des outils qui vous aident, comme l'a dit Nour tout à l'heure, à structurer votre démarche et à travailler sur le fond. C'est vraiment mettre en place de façon facilitée des démarches qui vont vous permettre en premier lieu de faire des économies. Donc, c'est quand même un point important. Vous aurez donc un gain sur les coûts de gestion et puis qui vous permettront donc d'avancer de façon structurée pour répondre aussi aux enjeux réglementaires de demain, comme l'a rappelé Julie. Donc, je crois que sur ces labels environnementaux comme sur tous les labels de façon générale, il ne faut pas attendre un gain en matière de communication qui va vous amener à exploser la demande et à gonfler la fréquentation de vos sites. Vous serez forcément déçus. Ce sont vraiment des outils à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche et vous-même, vous êtes une partie prenante de cette démarche en faisant tout un travail en matière de communication sur les actions que vous mettez en place, donc sur vos réseaux sociaux, sur votre site. C'est aussi à vous de faire savoir ce que vous faites à vos clients. Merci Elisabeth. Raphaël, est-ce que tu veux revenir sur le guide de notoriété qui a été travaillé par l'ADEME? Oui, le guide des labels environnementaux hein, qui a permis de brosser une centaine de labels. Hein, donc, je vous ai mis le lien, vous pouvez le consulter en ligne. Vous choisissez la partie hébergement. Voilà, donc, sans surprise, vous retombez sur les différents labels qui ont été évoqués ce matin. On les a analysés, quantifiés. Alors, ceux qui ont été exposés ce matin ressortent en excellent ou très bon. Donc, c'est quand même une bonne chose. Mais sachant qu'il y a plein de labels, effectivement, sur d'autres domaines, hein, que ce soit le textile ou autre. Donc, c'est important d'y voir relativement clair. Mais sur le tourisme, effectivement, ceux qui ont été exposés ressortent en très bon. Il y a beaucoup de démarches aujourd'hui. Ce qui importe vraiment, c'est d'être accompagné. Parce qu'un label ne fait pas tout. Hein. Et Elisabeth l'a bien dit tout à l'heure, l'accompagnement est essentiel pour y voir relativement clair, définir vos objectifs à court, moyen et long terme, et après s'engager dans la démarche la plus adéquate. Merci Raphaël. Et justement, nous, on est vraiment là avec les prix diagnostics aussi proposés par Giron Tourisme pour vous accompagner en dédiant du temps sur vos établissements, soit en faisant le pré-diagnostic avec Nicolas Cossade. Nour est également une porte d'entrée qui peut vous renseigner, apporter des compléments d'information si vous hésitez entre les différents labels qu'on vous a présentés ce matin et vous voulez peut-être en savoir un peu plus sur les programmes de formation. On est vraiment disponible pour vous accompagner. On sait qu'il y a aussi besoin d'humains derrière ces référentiels et ces critères et on est vraiment là pour vous accompagner. On peut aussi prendre là quelques questions si des personnes souhaitent prendre la parole à l'oral. En levant la main, généralement, c'est un petit peu plus simple, mais vous pouvez aussi désactiver vos micros. Il y a une question en ce moment là sur le chat, sur le temps. Le temps nécessaire à obtenir une certification. C'est vrai que
Ça dépend toujours. Nous, on aime bien raconter cette anecdote souvent avec nous quand on commence et qu'on va voir des établissements. Je pense qu'Elisabeth a exactement la même anecdote aussi. Tout le monde commence par nous dire: ah non, mais alors nous, on n'a jamais rien fait. On n'y connaît rien, on n'a rien fait. Puis finalement, quand on commence à creuser un petit peu sur les différents critères de référentiel, bah, vous avez tous déjà un peu réfléchi sur le bien-être de vos salariés, sur des choses comme ça qui ressortent dans les critères. Donc, même sans le savoir, vous avez déjà un niveau d'avancement et souvent, le premier rendez-vous, il est plutôt réconfortant parce qu'on dit qu'on ne part pas complètement de rien. Et en effet, comme le dit Elisabeth, ça dépend aussi de votre investissement. Avoir une personne référente dans votre établissement, souvent, elle permet que ça aille plus vite parce que c'est une personne qui va coordonner l'ensemble de l'avancement de la démarche et aussi sa communication auprès de l'ensemble de l'équipe. Mais bon, généralement, voilà, moi, en tout cas, nous, quand on s'est lancé sur l'ISO, c'était des durées un peu comme ça, qu'on nous disait toujours, entre 6 et 9 mois. Une fois qu'on est bien lancé, il ne faut pas non plus complètement faire redescendre la mayonnaise. Une fois que les équipes, elles sont impliquées dans le projet, il faut que ça sorte. Et s'il y a des contretemps, parce que c'est à un moment plus la priorité de la structure, c'est vrai que ça refait descendre la motivation des équipes et à remonter ensuite, ça va reprendre encore du temps. Donc, généralement, quand on se lance, c'est bien de le mettre un peu en haut de l'étagère, en tout cas en dossier en haut du tableau, comme priorité sur les prochains mois. Oui, Raphaël? Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais, puis les questions qui sont posées ici dans le fil de discussion. Ce qui est important à savoir, c'est que une certification ou autre, elle vient parachever, on va dire, un engagement d'une structure. Hein. Effectivement, vous ne partez pas de zéro. Moi, j'ai coutume de dire que, comme disait Molière, hein, comme M. Jourdain, vous faites déjà de la prose sans le savoir. Et l'important de l'engagement dans une démarche de certification, c'est que ça vient un petit peu normer, cadrer un engagement, le partager au sein de la structure, de l'entreprise, auprès des salariés, auprès des fournisseurs, auprès des clients, bien entendu, hein, même si ce n'est pas forcément le premier objectif. Et ça, c'est très important de valider tout un tas d'acquis, de voir où vous en êtes et de vous aider à progresser après sur des démarches nouvelles. Donc, généralement, entre guillemets, le bon client pour une démarche de label de certification, ce sont déjà des structures qui ont engagé des choses de façon à ce que le label des certifications vienne récompenser déjà des actions qui ont été lancées, mais qui sont lancées de manière assez éparse, sans cadre, sans structuration et sans communication. Donc ça se fait sans investissement généralement, hein, et de manière assez rapide. Après, les investissements, ils sont nécessaires aussi pour faire évoluer l'entreprise. Je pense que vous en avez tous conscience, et notamment dans le contexte actuel, on voit bien qu'il y a besoin d'investir pour ne pas subir derrière des hausses de factures d'énergie ou être aussi au goût du jour par rapport à la demande de la clientèle. Donc, les investissements sont nécessaires dans le cadre de la vie d'une entreprise, mais ils ne sont pas forcément obligés dans le cadre d'une démarche de certification. Merci, Raphaël. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a un petit peu moins parlé de NF pour les sites de visite, mais je suis heureuse de voir des châteaux qui sont connectés, des châteaux qui proposent de l'œnotourisme. En effet, Gironde Tourisme aussi fait la promotion de cette norme pour les châteaux viticoles qui proposent de l'œnotourisme. Et c'est vrai que vous avez tous déjà des engagements assez forts sur votre production et la norme NF, elle peut permettre de venir le compléter aussi dans l'accueil de vos visiteurs et dans les messages que vous donnez lorsque vos visiteurs viennent vous rendre visite. Y a-t-il un vase communicant pour les exploitations viticoles certifiées HVE3 qui montrent déjà beaucoup de réflexion et d'engagement, voilà, justement, afin de produire dans l'audit NF environnement? Elisabeth, je peux peut-être te laisser la parole là-dessus.
Oui, donc le fait d'être engagé dans des démarches du côté de la production est évidemment un prérequis hein, à la norme NF Environnement, mais il faut bien voir que cette norme, elle concerne la partie œnotourisme, la partie accueil. Aucun critère ne concerne la production. Donc après, on est dans un système cohérent, c'est-à-dire que si on est sensible à accueillir ses clients de façon responsable, on s'adosse à une production qui est respectueuse de l'environnement. Hein. Donc, c'est plutôt dans le sens de la cohérence de la prestation d'accueil et de la production, mais le NF Environnement ne viendra pas certifier la partie production. Merci Elisabeth. C'était intégré d'ailleurs dans le PowerPoint de Laurent, mais c'est pas, je trouve que c'est aussi nécessaire de le rappeler à l'oral. Le club hôtelier de Bordeaux Métropole complète l'accompagnement sur clé verte. C'est un engagement fort du club hôtelier qui a été pris aux côtés de Bordeaux Métropole. Donc là, Bordeaux Métropole couvre les 80% de l'audit en année 1 et le club hôtelier, pour ses adhérents, vient compléter sur les 20% restants cet accompagnement-là. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir un parc hôtelier éco-certifié et pouvoir continuer nos projets d'excellence sur ces questions-là à toute l'échelle de Bordeaux Métropole. Et je vais rebondir là-dessus en disant que les personnes qui sont intéressées pour la labellisation clé verte, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je le remets dans le chat, vous l'avez déjà, mais je le remets au cas où, à me faire un mail pour qu'on en discute et si vous êtes intéressé pour vous inscrire à ce programme. Et même après, si vous avez, si d'autres questions vous viennent par rapport aux certifications, aux labellisations, je reste à l'écoute et puis je ferai le relais avec mes collègues qui sont en charge notamment de la certification NF Environnement, etc. Donc, n'hésitez pas, on est disponible et on est là pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà, vous avez le contact pour le club hôtelier, pour la prise en charge qui vient d'être ajoutée au chat. Et évidemment, toutes les informations, on a bien noté de vous envoyer les grilles, enfin tout ce qui a été demandé sur le chat. On vous fera un mail récap après le webinaire avec les présentations qui vous ont été diffusées, celle d'Elisabeth, de Raphaël, la nôtre avec les slides de Laurent. Tout ce contenu-là vous sera envoyé. Le webinaire est donc enregistré, il sera disponible si jamais vous voulez aussi le partager vous avec des personnes qui n'ont pas pu être là dans votre équipe et qui pourraient, ça peut permettre aussi de débroussailler ce sujet avec d'autres personnes en interne. Et là, j'aurais une question. J'ai été confrontée à un non-sens récemment pour une labellisation 4 épis. J'ai mis il y a 2 ans un jacuzzi et il y a quelques séminaires pour intégrer une plateforme environnementale. On me dit non car j'ai un jacuzzi. Un jacuzzi. Alors oui, après, c'est des référentiels. C'est des référentiels qui ne sont pas sur les mêmes critères d'attribution, donc c'est vrai que ça peut être concurrent. Pour le premier contact, pour avoir un audit pour NF Environnement, je dois joindre Elisabeth. Oui, bah, du coup, le contact pour NF, c'est bien Elisabeth. Florence, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez désactiver votre micro normalement. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Florence. Merci. Oui, excusez-moi, ce n'était pas évident de vous l'écrire, mais c'était vraiment bizarre. Hein, c'est-à-dire que pour un établissement d'une certaine qualité, où j'ai environ 4 épis ou 4 clés, comme vous voulez, c'est un hébergement, donc ce n'est pas des étoiles comme un hôtel. Il y a des surfaces dans les chambres, il y a des prestations. Il y a tout un tas de choses à mettre en place pour avoir cette qualité, dont une piscine ou un jacuzzi ou quelque chose. Ça en fait partie. Et il y a quelques semaines, pour
pour être dans, on va dire, une plateforme qui met une cessation environnementale. J'ai répondu à des dizaines de questions et en l'occurrence, par exemple, le fait d'avoir une piscine ou un jacuzzi fait que je ne peux pas être là-dedans. Et pourtant, je suis déjà labellisée clé verte et je fais mon maximum. Mais alors, est-ce qu'on arrive à une incohérence entre mettre à disposition des clients certaines prestations de qualité, certaines prestations qu'ils peuvent attendre quand on est dans un établissement haut de gamme, et en même temps, eh bien, c'est compliqué parce qu'on ne peut plus être labellisé ou on ne peut plus atteindre certaines normes environnementales. Alors, si vous permettez, je vais pas répondre à la question, mais je vais appuyer cette remarque en tant qu'hôtelier et en tant que président du club hôtelier Bordeaux Métropole. Moi, j'ai été confronté à la même situation et je pense qu'il serait intéressant effectivement qu'à un moment donné, ça puisse être remonté parce qu'il s'agit d'être très pragmatique et d'être très logique. On est effectivement tous enclins à vouloir avoir une démarche pour aller sur un tourisme responsable, une hôtellerie responsable. Et typiquement, je vais reprendre l'exemple qui vient d'être donné. Moi, j'ai été confronté à la situation concernant les minibars et la climatisation. Il est évident que ces deux appareils ou ces deux équipements sont consommateurs d'énergie, d'électricité en particulier, et que lorsque vous annoncez que votre établissement est équipé et de minibars et de climatisation, évidemment, au niveau des critères, ce n'est pas terrible. Et je vais vous dire que c'est plus que pas terrible, parce que sans être discriminatoire, en tout cas rédhibitoire, ça pêche vraiment. On est donc confronté à une chose très claire aujourd'hui, qui, moi, me pose problème en tant qu'exploitant, c'est où doit-on mettre le curseur entre la nécessité pour nous, en tant qu'hébergeurs ou en tant qu'accueillants dans tel ou tel hébergement ou telle prestation touristique, où doit-on mettre le curseur entre l'impérieuse nécessité de satisfaire nos clients pour remplir nos établissements et l'impérieuse nécessité de faire des efforts pour protéger notre environnement et économiser l'énergie. Moi, je ne sais pas mettre les curseurs. En revanche, ce que je sais, c'est que je suis exploitant, je suis chef d'entreprise, j'emploie des gens, j'ai une entreprise à faire tourner et que je ne la mettrai pas en danger au prétexte que je dois faire des efforts pour être plus propre. Il y a aujourd'hui, je le dis très clairement, je suis désolé de mettre les pieds dans le plat, mais il y a aujourd'hui une incompatibilité opérationnelle, commerciale, marketing, tout ce que vous voulez, une incompatibilité avec certains critères et certains critères de classement, de classification et l'augmentation des exigences de la clientèle. Voilà, je suis désolé, mais puisque le sujet a été lancé, j'ai lancé mon pavé dans la mare. Je sais que ce n'est pas très politiquement correct, mais très clairement aujourd'hui, sachez que c'est un vrai frein pour un grand nombre d'établissements qui savent qu'aujourd'hui, ils ne répondent pas en partie à certains des critères parce que dans le même temps, ils ont nécessité de répondre aussi à ce qu'ils vivent, à savoir les exigences de leurs clients. Elisabeth ? Oui, je comprends tout à fait votre réflexion et c'est vrai qu'on est confronté régulièrement à ce type de situation et de propos. Et d'ailleurs, les destinations commencent à prendre en charge une communication en direction des publics parce que vous avez raison, les professionnels font un certain nombre d'efforts, mais si la clientèle n'est pas encore convaincue, même si on voit dans les chiffres que la demande de la clientèle va de plus en plus vers des prestations respectueuses de l'environnement. Les chiffres augmentent, donc on peut se dire quand même que les clients seront soucieux aussi d'être dans des hébergements plus respectueux. Pour autant, on voit certains territoires qui se sont emparés de cette question en faisant une charte du voyageur éco-responsable pour amener le voyageur, au travers de leurs outils de communication, à cette réflexion sur ses propres gestes et donc sa propre demande et quel est le niveau de sobriété auquel il doit aussi s'astreindre de façon à ne pas mettre l'hébergeur dans une situation de schizophrénie entre ce qu'il pourrait vouloir faire et
sa nécessité en tant qu'entreprise de répondre à la clientèle. Donc, je pense qu'effectivement, par moment, aujourd'hui, on est sur des contradictions entre les deux, mais que la prise en compte par nous tous des critères qu'on doit avoir en tant que consommateur va aller quand même, je pense, dans le bon sens. Je suis peut-être optimiste, mais je me dis que cette nécessité de sobriété, on va de toute façon l'avoir chez nous très rapidement. Donc, on devrait avoir des comportements qui évoluent dans les années qui viennent. Et juste avant de donner la parole à Raphaël, puis ensuite on va conclure le webinaire, j'ai conscience qu'on vous pique quelques minutes supplémentaires sur votre matinée. Il y a aussi des obligations réglementaires qui arrivent et des obligations légales qui vont être imposées à tous les établissements. Ces labels-là, aujourd'hui, ils ne sont pas obligatoires, évidemment, mais les obligations légales, lorsqu'elles arriveront et demanderont des investissements importants, ça peut être aussi des choses qui sont lourdes à porter pour la vie de l'entreprise et son bien-être économique. Donc, le fait d'anticiper et d'étaler ces coûts-là, ça peut aussi jouer en faveur de changements brusques qui seront plus difficiles à prendre en charge. Et Elisabeth en parlait, on a un gros travail, nous, de communication qu'on fait auprès des clientèles. Et juste une dernière chose, je pense qu'on peut aussi voir un juste milieu entre les critères qui sont obligatoires et ceux qui sont additionnels dans les référentiels et justement être sur cette ligne un peu étroite, mais qui permet de satisfaire les deux exigences. Raphaël, je te laisse prendre la parole et puis ce sera le mot de la fin. Ouais, je vais très rapidement là, réagir à propos de M. Burja. Vous avez tout à fait raison, c'est important d'identifier effectivement les limites, les contraintes par rapport aux offres que vous proposez pour votre clientèle. C'est-à-dire, la question du minibar, c'est une question qui revient à chaque fois. Et je vois sur les formations qu'on fait là sur savoir gérer l'énergie dans mon établissement touristique, à chaque fois, on prend du temps sur le minibar, puisque en termes d'impact aujourd'hui, suite à des mesures qu'on a pu faire, l'impact du minibar par rapport à l'ensemble des équipements électriques, on sait qu'aujourd'hui, ça peut représenter 20% des consommations d'énergie de l'ensemble des équipements de froid de l'hôtel et près de 20% des impacts de CO2. Donc, on sait que c'est quand même assez significatif. Cela dit, en termes d'incentive pour le client, c'est peut-être aussi important de le maintenir, mais il faut qu'il y ait une vraie réflexion au niveau de l'hôtel pour pas forcément supprimer les minibars, mais trouver des alternatives. Il existe aujourd'hui des minibars entre guillemets écologiques qui fonctionnent sans moteur et sans gaz à effet de serre. Il y en a dans le commerce, donc ça veut dire comment on peut maintenir des niveaux de service tout en ayant une vraie réflexion sur la consommation d'énergie au sein de l'établissement, de façon à ce qu'il n'y ait pas un dérapage complet de cette consommation, parce que c'est quand même vous qui la payez, même si vous la répercutez sur votre facture clientèle. Et je pense que les clients, même sur un certain nombre d'hôtelleries, à partir d'un certain nombre d'étoiles, voire d'établissements de luxe, sont tout à fait en capacité aussi à afficher leur responsabilité sociétale et environnementale en expliquant aux clients qu'il y a des évolutions dans les investissements, qu'il y a des alternatives qui permettent de maintenir les services ou pas par rapport au bénéfice de baisser les consommations et les factures. Donc, c'est important, mais ça ne doit pas geler la réflexion et la recherche de l'alternative. C'est un petit peu mon propos, même si on a tout à fait conscience des contraintes. Oui, si tu permets, je lis en 2 mots pour répondre. Vous avez tout à fait raison, et mon propos était un peu provocateur tout à l'heure. C'était fait exprès. Le point, effectivement, c'est déjà, typiquement, moi, les minibars, je trouve que ça ne sert à rien, donc je serai le premier à les enlever. La climatisation, on connaît le problème, il est vrai dans l'hôtellerie comme ailleurs, mais c'est vrai qu'avec un été comme on vient de l'avoir, c'est compliqué d'envisager qu'il n'y en ait plus, mais on peut effectivement réfléchir à notre système. Je pense qu'en fait, tout ça repose sur, toujours pareil, sur l'information, sur l'éducation. Moi, j'ai plein de petites plein de bonnes pratiques qui sont déjà mises en place et que mes collègues mettent aussi en place. On essaye de sensibiliser nos clients à partager notre recherche d'excellence dans le domaine avec plus ou moins de succès, mais je pense qu'il faut continuer. Voilà,
si on doit progresser sur quelque chose tous ensemble, c'est sur l'information auprès de nos clients, évidemment auprès des professionnels, mais aussi auprès de nos clients, pour que nous ne soyons pas tout seuls à jouer dans la cour. Voilà. Merci Philippe, et c'est bien l'idée, si tout le monde part sur un label, on sera tous ensemble et on pourra aussi avoir un message de communication fort auprès de la clientèle. N'oubliez pas, du coup, la matinée du 8 décembre et l'après-midi sur le label Clé Verte et la matinée Bon Tuyau, où vous pourrez tous échanger vos bonnes idées pour vous passer du mini-bar dans vos établissements, blague à part, et sur beaucoup d'autres sujets. En tout cas, échanger vos idées, vos bonnes pratiques et des pistes de solutions par rapport à certaines exigences qui donnent du fil à retordre dans ces labels. Alors, toutes mes excuses pour les 10 minutes supplémentaires qu'on a pris sur votre matinée. Je vous remercie à tous de votre présence et de votre fidélité tout au long de ce webinaire. Merci à mes co-animateurs et co-animatrices ce matin et je vous souhaite une bonne matinée. À bientôt. Bonne journée à tous, à bientôt.